Taïf. Alors les amis, shalom le koulam, boker tov le koulam, et on revient dans notre étude du Sefer Yehoshua. Et nous sommes arrivés au chapitre 13. Et là les amis, autant vous le dire, ça va devenir extrêmement barbant et non intéressant, puisque nous allons nous occuper de géographie. Velama ze chashuv. C'est la grande question qu'on va se poser, puisque là, on va parler vraiment de géographie, puisqu'on parle dans les chapitres qui suivent de la Itnachalut, c'est-à-dire des différents territoires que Yahushua va donner au Bnei Israël. Et la question est de savoir en quoi ça me concerne, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est Khashouv. Eh bien, dans une époque comme la nôtre, où tout le monde remet en cause notre légitimité, est-ce que c'est possible d'augmenter le texte? Alors ça, c'est une bonne question. Eh ben voilà, tu vois, il fallait que demander. Bekitsour, dans une génération où on nous délégitimise dans notre relation à la terre d'Israël à chaque centimètre carré près, on a tous vu, enfin, je ne sais pas si on a tous vu, mais on a peut-être vu la manifestation qu'il y a eu hier dans les rues de Paris, où encore une fois, nous sommes traités de voleurs, d'assassins et autres nazis. Eh bien, la question est de savoir quelle est notre légitimité dans la terre d'Israël. Alors, ben, je vous propose d'y aller. Yalla. Veyoshua Zaken. Veyoshua Zaken ba bayamim. Alors, d'abord, Mazé Zaken. Yoshua va mourir à l'âge de 110 ans. Aval Zaken, ça ne veut pas forcément dire qu'il est vieux. Parce que la vieillesse, en termes d'âge dans la Torah, se dit Seva. Dans la Torah, on nous dit Mi Seva takum, ve'adarta pene zaken. Alors oui, très souvent, la zikna c'est zekana chokma, c'est-à-dire que la zikna fait référence à la sagesse, là où la seva fait référence à la vieillesse cellulaire. C'est vrai que généralement, la seva, eh bien, elle vient de pair avec la zikna, c'est-à-dire que la vieillesse vient de pair avec la sagesse, parce que plus tu as des années de vie d'expérience, plus tu es sage, mais ça peut être décorrélé. On peut avoir des gens qui sont âgés physiquement et qui sont pas très intelligents et qui n'ont pas vraiment développé leur sagesse. Et d'un autre côté, on peut avoir des gens très sages et qui n'ont pas encore atteint un âge très avancé. Je vous rappelle que le Harizal est mort avant 40 ans. C'est-à-dire, donc, en termes de sagesse, Ve'Avram Zaken Babayamim. Nachon? Ve'Avram Zaken. Alors, là-bas, c'est quoi? Là-bas, quel âge il a, Abraham? Ma. Il y a plusieurs Abraham Zaken. Il y a le Abraham Zaken, quand on reprend le livre de Bereshit, et blablabla. Bla, 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 bla. Il est chapitre 25, non, je dis n'importe quoi, chapitre 22, 20, il est, tac, 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 voilà, chapitre 24, on nous dit, va Abraham, zaken ba bayamim, va Hashem berach et Abraham bakol. Quel âge il a à ce moment-là? À ce moment-là, on est juste après la mort de Sarah. Juste après la mort de Sarah, c'est-à-dire que si Sarah est morte à 127 ans et qu'Abraham avait 10 ans de plus que elle, donc il a 137 ans. Sauf c'est pas mal 137 ans. Naron, c'est pas mal 137 ans, sauf que bah, Abraham, il va continuer à vivre encore un petit bout de temps, puisqu'il va encore avoir une autre femme, il va encore avoir 6 enfants, donc Abraham n'est pas vieux à ce moment-là. C'est-à-dire, Bekitsour, Zaken, ça ne veut pas forcément dire donc vieux dans les jours, mais ça veut dire Chochma. Vayoshua Zaken. Ça veut dire quoi Zaken? Ça veut dire que maintenant,
il n'est plus dans sa condition de lochem, il n'est plus dans sa condition de combattant, mais maintenant il est dans sa condition de chacham. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il va donner la terre d'Israël aux différentes tribus pour s'y implanter. D'accord? Donc, Abraham, וישוע זקן בא בימים, ויאמר השם אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. Ah bon? Mais, enfin, sérieux? On nous dit que Yoshua a atteint un certain niveau et que ça y est, il lui reste encore beaucoup de terrain à conquérir. Pourtant, on nous avait dit que Yoshua avait conquis toute la terre d'Israël. Dans le chapitre 12, on avait vu que Yoshua a conquis toute la terre d'Israël. Alors, s'il a conquis toute la terre d'Israël, à la fin du chapitre 11, il y avait marqué là-bas, ויבוא יהושע בעת ההיא ויגרד את הענקים מן ההר ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה. C'est-à-dire qu'on avait vu à la fin du chapitre 11 que ça y est, les guerres sont terminées parce que Yoshua a conquis toute la terre d'Israël. Donc comment est-ce qu'ici on peut nous dire il reste encore une longue, grande terre à conquérir? Eh bien, c'est la différence entre le macro et le micro. Yoshua a conquis toute la terre d'Israël de manière générale. Maintenant, dans chaque région, il y a encore des poches de résistance que chaque tribu va devoir conquérir. Ok? Donc, quels sont les endroits qui restent à conquérir? Zot haaretz anisharet. Kol gelilot הפלישתים וכל הגשורי. מן השיחור, אשר על פני מצרים, ועל גבול עקרון צפונה לכנעני, תחשב 5 סרני פלישתים, העזתי והאשדודי והאשקלוני והגתי והעקרוני והאבים. Alors, c'est quoi cette histoire? On a toute une bande de terre qui est sous domination Pelishtit, des Pelishtim. Mais, et c'est là qu'il va falloir se poser la question, c'est qui ces Plishtim? Est-ce que les Philistins sont déjà en Israël à ce moment-là? Alors, Botaï, quand on parle des Plishtim, eh bien, il faut bien se rendre compte que, entre parenthèses d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Il est, hop là. Attends, ça va être plus simple de faire comme ça. Attends, où est mon zoom? J'ai perdu mon zoom. Où est mon zoom? Où es-tu, zoom? Zoom! Zoom, gali, 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 zoom. Iné. Voilà, j'ai retrouvé mon zoom. Hop là! Ah, oui, 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 oui. Attends. On va. Voilà, j'ai arrêté de chérer le texte une seconde pour vous chérer un autre truc. Iné. Vous voyez ça ici? Vous voyez mon beau hiéroglyphe qui est ici? Eh bien, les amis, mon hiéroglyphe, c'est Pelishtim. C'est les Philistins tels que c'est marqué en hiéroglyphe. Ok? Donc voilà, ça c'était simplement pour le kiff. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des Philistins qui sont écrits dans les papyrus égyptiens, en l'occurrence dans le papyrus de Harris, qui a été daté du XIe siècle avant l'ère chrétienne. Alors les amis, quand on parle des Plishtim, il faut bien se rappeler d'une chose. Les Philistins, c'est un peuple qui arrive en Eretz Kenaan au XIIe siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire XIIe siècle. Quand on parle XIIe siècle avant l'ère chrétienne, nous sommes à quelle époque? Nous sommes à l'époque des Shoftim. Pas à l'époque de Yoshua, et pas à l'époque de Moshe, et pas à l'époque de Abraham ou de Yitzhak. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on entend dans le livre de Bereshit que Abraham, il a été Be'eretz Pelishtim,
eh bien, comprenez bien que c'est un anachronisme de parler de Plishtim à l'époque d'Abraham. Abraham, c'est le 18e siècle avant l'ère chrétienne. Il n'y a pas de Plishtim dans la région. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Plishtim? Al-Shem et Atid. Al-Shem et Atid, c'est-à-dire les Plishtim sont connus à l'époque de Moshe. Ils ne sont pas encore en Eretz Israël. Ils arriveront à l'époque des Shoftim, mais ils sont déjà connus à l'époque de Moshe. Et donc, on va appeler cette région-là Eretz Pelishtim, Al-Shem et Atid, Bénévois. OK? Mais c'est pas qu'à l'époque d'Abraham, ce sont des Philistins. La preuve, c'est que le roi des Pelishtim à l'époque d'Abraham s'appelle Avimelech. Et Avimelech, ce n'est pas un nom Pelishti, c'est un nom hébreu. Donc c'est bien la preuve que les habitants de ce qu'on appelle à l'époque Eretz Pelishtim ne sont pas des Pelishtim, des Philistins. Alors, les Philistins, les Plishtim, vont arriver au XIIe siècle. Ils sont mentionnés 100 ans plus tard dans le papyrus de Haris, au XIe siècle. Ils ne seront mentionnés donc dans le Tanakh, c'est-à-dire dans les livres du Tanakh que nous allons retrouver plus tard. C'est-à-dire, alors d'où viennent ces Pelishtim? Eh bien, les amis, le nom Pelishtim a deux significations. Tout d'abord, en hébreu, Aré Peleshtim ou Peleshet, c'est un nom qui est hébreu et qui veut dire ceux qui ont conquis, l'ifloch, ceux qui ont débarqué et qui ont conquis. D'accord? Donc ce sont des envahisseurs, les Pelishtim. La traduction du mot Pelishtim, c'est envahisseur. Mais d'où viennent-ils? Eh bien, ce sont, semble-t-il, le peuple des Pelasgim. Pelasgim ou Pelaskos en grec, ce sont des peuples qui viennent de Crète. Mais ça veut dire, donc ce sont des Grecs qui sont appelés par les régions du Moyen-Orient comme étant les envahisseurs, parce qu'ils sont arrivés sur les frontières et ils se sont posés à cet endroit-là. Dans le livre de Samuel, les Pélishtim ont un qualificatif. Ils sont appelés les Arélim, les porteurs de prépuces, ce qui les différencie des peuples de la région, qu'étaient les Juifs et les Cananéens, qui eux étaient Brit Milé. C'est-à-dire, donc, on retrouve ici des gens qui n'ont rien à voir avec la région, qui sont venus de l'extérieur et qui viennent de Grèce. Enfin, pas de la Grèce actuelle, quoi, mais enfin, il n'y avait pas la Grèce à l'époque, mais qui viennent de cette région-là. Dans le Targum Hashivim, dans la Septuaginta, eh bien, dans la Septante, ils sont appelés Alopila. Alopila, donc des Pelascos, donc des Grecs. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, cela veut dire que nos fameux Philistins ne sont absolument... Pourquoi reproche-t-on à Abraham d'avoir fait un pacte avec Abimelech concernant... Attendez, voilà. Excusez-moi, c'est pour moi. Pourquoi reproche-t-on à Abraham d'avoir fait un pacte avec Abimelech concernant la terre de Pélistim? Ah ben tout simplement parce que c'est la terre que Dieu lui a donnée à lui. Donc il ne peut pas faire un pacte avec qui que ce soit. Maintenant, donc les fameux Pélishtim, ces fameux Philistins, sont donc des gens qui arrivent de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ici, la Torah me dit Min ashichor asher al pene Mitzrayim ve'ad gevul Ekron, tzafona, la Kenaani techashev. C'est-à-dire, bien que toute cette région-là soit appelée Eretz Pelishtim, parce que les Pelascos sont arrivés, eh bien, ne t'y trompe pas, ça reste la terre des Cananéens. Donc, ça veut dire qu'elle est toujours, enfin, elle fait partie de la terre qui a été promise au peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov,
et donc ça fait partie de la terre qui nous appartient. Et c'est pour ça qu'on te dit, la Kenaanit Echachev, Chameshet Sarne Pelishtim. Mazé Sarne Pelishtim. Encore une fois, pour appuyer le fait que les Philistins sont des Grecs, Sarné, et donc ça, c'est les dirigeants des Philistins. Ici, dans la traduction, il marque les cinq principautés. Ça veut rien dire. Mazé Sarné Pelishtim, c'est quoi ce mot Sarné? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer et de m'expliquer ce que c'est que ce mot Sarné Pelishtim? Eh bien, les amis, Sarné, c'est la l'hébréifisation du mot tyranne. Tyrannos, tyran en français. Mais c'est quoi un tyran? C'est un moshel, c'est un dirigeant. Nous, on a appelé le tyran quelqu'un qui est terrible avec sa population. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en grec et dans l'Empire romain, le tyranne, c'est juste le gouverneur. D'accord? Donc, nous avons ici toute une zone qui est dirigée par les Plishtim, mais qui sont en fait la zone des Cananéens. Les Plishtim en ont pris possession et ont repoussé les Cananéens. Pourquoi les Plishtim arrivent si facilement à prendre possession de plein de zones? Eh bien, c'est une raison très simple. Les Plishtim viennent de Grèce. Ils ont un avantage technologique comparé aux peuples qui habitaient au Moyen-Orient. Cet avantage technologique, c'était le fer. Les outils en fer sont déjà développés chez les Plishtim et commencent à... enfin, non, chez les Cananéens, chez les Hébreux, pas du tout. Et les Cananéens qui vont rencontrer les Plishtim vont commencer à avoir également, on avait parlé de ça, des matériaux en fer. C'est-à-dire donc, les Plishtim ont un avantage technologique, c'est ce qui leur a permis de conquérir la bande côtière. Alors, cette bande côtière, c'est quoi? Ben, c'est de Ekron jusqu'à Aza. Donc, toute la région de Kiryat Gat, Ekron, Ashkelon, Ashdod, Gaza, eh bien, c'est les territoires conquis par les Plishtim, mais qui sont des territoires cananéens et qui appartiennent évidemment au peuple juif. Besséider, ça c'est clair. Yofi. Donc ça, c'est ce qui reste à conquérir. Yoshua n'a pas réussi à conquérir cette zone-là. Miteiman kol eretz hakenaani umeara asher letzidonim ad afeka ad gevul haemori. Alors c'est quoi ça? Eh bien, Miteiman, Teiman, c'est quoi? C'est les Choutim. Non, c'est pas les Choutim. Teiman, c'est le sud. Donc au sud, il reste à conquérir Kol Eretz HaKenaani, c'est-à-dire le Negev. C'est-à-dire que Yahushua n'a pas été conquérir le Negev. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a personne là-bas. C'est-à-dire il y a des tribus qui habitent là-bas, des groupes cananéens, mais il n'y a pas de ville là-bas. Donc Yahushua n'a pas déplacé l'armée là-bas. Ça sera le rôle de la tribu de Yehuda d'aller conquérir son territoire. Mazé Ameara Asher Letzidonim, c'est Rosh Hanikra. Donc Rosh Hanikra, vraiment tout au nord d'Israël. Eh bien, ça non plus, ça n'a pas été conquis, cette région-là. Encore une fois, ce sont des régions qui ne sont pas des régions de ville. Et c'est pour ça que Yahushua n'a pas été les conquérir avec toute l'armée. Mais ça va incomber à chaque tribu d'aller prendre sa possession. Ad Gvula Emori. Gvula Emori, c'est Tzfon HaShomron. וארץ הגבלי וכל הלבנון ומזרח השמש, מבעל גד תחת הר החרמון עד לבוא חמת. Alors, c'est où cet endroit-là? Baal Gad, c'est Baalbek au Liban. Et Har Hermon, c'est pas le Hermon seulement que nous on connaît comme étant le Hermon, mais c'est toute la chaîne de montagnes
Comprenez que d'après la Torah, nous sommes censés évidemment être sur Keter Hermon, Baruch Hashem. Ça a été fait conquis pendant la guerre. Là maintenant. Donc, Kol Yoshve Ahar, Minna Levanon, Ad Misrefot Maim, Kol Tzidonim, Anochi Orishem, Mipene Bene Israël. Rak Apilea le Israël, Benachala, Kaasher Tziviticha. Donc, il y a la région de Tzidon, donc c'est la bande côtière au-dessus de Rosh Hanikra, c'est la bande côtière jusqu'au Litani, qui doit aussi appartenir au peuple juif. Donc toute cette région-là, ben, il va falloir que moi je la donne, dit Dieu, au Béné Israël. Il faut les implanter dans cette région-là, Kaasher, Tziviticha. Ve'ata, chalek et haaretz azot, ben nachala, letisha hashevatim, vechetzi hashevet amenashe. Donc, toute cette région-là, que ce soit la région que tu as conquise ou la région que tu n'as pas encore conquise, il va falloir que tu la donnes benachala le tisha vachetzi shevet. Alors, pourquoi il n'y a que 9 tribus et demi, on se rappelle? Eh bien, simplement parce que il y a 2 tribus qui ont fait la demande à Moshe de rester Be'ever Yarden. Imo, Areuveni והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד השם. Donc c'est où la zone qui a déjà été donnée à Reuven Vegad, מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור מדווה דיבון, וכל ערי סיחון, מלך האמורי, אשר מלך בחשבון עד גבול בני עמון. Là, on a un problème. Cette zone-là, cette zone de la tribu de Reuven et de Gad, à qui appartient-elle? C'est-à-dire avant que nous on arrive. C'est qui là-bas? Mais normalement, c'est la région qui appartient à Ammon et Moab. Et Ammon et Moab, on n'a pas le droit de leur faire la guerre. On n'a pas le droit de conquérir leur territoire. Donc comment est-ce qu'on a pu se permettre de leur prendre leur terre? Réponse, parce qu'ils avaient déjà été conquis par Bidiouk. C'est ce que je suis en train de te dire. Alors Sichon, il n'est pas Midiani, Sichon, il est Émori. Sichon, Melech ha-Émori, il y a marqué ici. C'est-à-dire, mais c'est vrai que chez Sichon, il y a également comment dire, les patrons de Midian. Donc il y a des alliances qui sont faites dans la région. Quoi qu'il en soit, hein, le fait que Sichon a conquis la région de Ammon et Moab, eh bien, ça veut dire que maintenant, la terre n'appartient plus à Ammon et Moab, et donc on peut nous s'en emparer. De là, on apprend un grand principe de halakha, Akibush connaît. C'est-à-dire que le fait de conquérir une terre, eh bien, ça donne un statut de kinyan au niveau de la halakha. C'est-à-dire, alors, 2 secondes, c'est où tout ça? Parce que ça commence à être un petit peu complexe de se repérer. Alors, les amis, je vais vous aider un petit peu, hop là, à vous repérer. Et hop là, c'est parti. Donc voilà. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, les amis, nous sommes devant les tribus de Réhouven, Gad, Vechatsi, Ménaché. Alors, comme vous pouvez le voir, Réhouven est au sud, c'est-à-dire que vous avez une région qui va depuis Nachal Arnon, et Nachal Arnon, c'est en face de Hebron, de l'autre côté de la mer Morte. Donc c'est au milieu de la mer Morte, c'est l'affluent qui descend des montagnes de Jordanie actuelle, des montagnes qu'on appelle Har Nevo, les montagnes où a été enterré Moshe. Eh bien, l'affluent qui descend, qui se jette dans la mer Morte, s'appelle Nachal
Arnon. OK? Et donc, à ce niveau-là, c'est la frontière sud de la Nachala de Réhouven. Et sa frontière nord, eh bien, c'est Kvish Mispar Echad, qui n'existe pas, hein, mais qui est à l'est de la mer Morte. C'est-à-dire que c'est la vallée de Yericho. C'est-à-dire c'est là-bas la frontière nord de Réhouven. Donc Réhouven se trouve sur le flanc nord-est de la mer Morte. D'accord? Ensuite, la tribu de Gad, eh bien, eux, ils vont commencer à monter dans la vallée du Jourdain, depuis la plaine de Yericho jusqu'à Nachal Yabok. Nachal Yabok, c'est par là que Yaakov est passé. C'est-à-dire, Venachal Yabok, c'est un affluent qui descend se jeter dans le Jourdain. Et en termes actuels, on est plus ou moins au niveau de Shadmot Mechola. C'est-à-dire, un peu plus au-dessus, un peu plus au nord, nous avons Machanaïm. Donc, ça, c'est le tribu de Gad. D'accord? Elle monte beaucoup plus haut, la tribu de Gad, puisque elle va monter jusqu'à Tzomet Tzemach. Tzomet Tzemach, c'est Dgania, c'est la pointe sud du lac de Tibériade. Vous voyez que la tribu de Gad a un très grand territoire, ok, qui englobe depuis la vallée de Jéricho jusqu'au Kinneret, c'est toute la vallée du Jourdain, en passant par Beth-Shean, jusqu'au Kinneret. Et la tribu de Ménaché, eh bien, la tribu de Ménaché va recevoir à Bashan. Azmazé à Bashan. À Bashan, comme vous pouvez le voir, c'est Drom Ramat Golan. C'est-à-dire, eh bien, ça, c'est la tribu de Ménaché. C'est clair? La carte est dans la tête de tout le monde? Toute cette région-là, de Ménaché, Gad, un peu moins Réhouven, mais quand même, s'appelle à Gilad. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des tribus qui sont de l'autre côté du Jourdain, qui ont déjà reçu leur territoire à l'est. La question c'est pourquoi Ménaché, pourquoi Ménaché reçoit une partie là-bas? Et ça c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que la tribu de Ménaché reçoit une parcelle de terre de l'autre côté du Jourdain? Ils n'ont rien demandé. Alors que la tribu de Réhouven et Gad, eux, ils ont demandé. La tribu de Ménaché, ils n'ont rien demandé. Alors pourquoi tu donnes? והגלעד הוא גבול הגשורי והמאחתי, וכל הר חרמון, וכל הבשן עד צלחה, וכל ממלכות אוג בבשן, אשר מלך באשתרות באדרעי, הוא נשאר מיתר הרפאים, ויעקם משה ויורישם. ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המאחתי, וישב גשור ומאחה בקרב ישראל עד היום הזה. Alors, ça c'est donc, juste pour terminer les versets qu'on a lus là, une chose importante à se rappeler, Gevul dans la Torah, ce n'est pas la frontière. Gvul, c'est la région. D'accord? En arabe, aujourd'hui, on dit Jabel. Jabel, c'est la montagne qui surplombe la région. D'accord? Besséder. Donc, pourquoi on a posé la question? Pourquoi la tribu de Ménaché reçoit des territoires de l'autre côté du Jourdain? Mouzard. Ils n'ont rien demandé. Alors, venez, on va voir. Rak le shevet alevi lo natan nachala, ishe Hashem Elohei Israël ou nachalato kasher diberlo. Donc, on a donné à 9 tribus et demie du côté ouest du Jourdain, 2 et demi du côté est, les Lévim, ils n'ont pas reçu.
למה? כי השם חלקו ונחלתו. ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם. ויהי להם הגבול מהרוער עד שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל מישור עד מדווה. Alors c'est où je vous remets, remettre maintenant, mais juste un truc qu'on n'a pas évoqué. Medva, c'est donc dans la Jordanie actuelle, et dans cette ville-là, au VIe siècle, il y a un artiste euh, euh, byzantin, chrétien, qui va faire une grande mosaïque qui représente toute la terre d'Israël. Cette mosaïque s'appelle la carte de Medva, parce qu'elle a été retrouvée dans une église à Medva en Jordanie. Et cette carte de Medva est très connue. Et quand vous baladez dans la vieille ville de Jérusalem, eh bien, vous avez un endroit où on a reconstitué la Mapat Medva, et en particulier la partie Jérusalem de cette carte-là, la carte de Medva. Et donc, elle fait partie de la tribu de Réhouven. חשבון וכל עריה אשר במישור דיבון ובמות בעל ובית בעל מאון ויצא ויצא וקדמות ומפעת וקרייתיים וסיבמה וצרד והשחר בהר העמק ובית פאור ואשדות הפסגה ובית הישימות. Donc c'est où tout ça? Là, il faut quand même qu'on se représente un tout petit peu. Hop là. Parce que bon, quand même. Alors, je vais agrandir volontairement uniquement la section de Réhouven. Voilà. Donc, on a dit au sud, Nachal Arnon, au nord, la vallée de Jéricho. Et donc, toutes les villes qu'on vient de citer se trouvent ici à l'intérieur. D'accord? Medva, en l'occurrence, c'est ici. Vous voyez ma souris? C'est ici Medva. Alors, Rabotai, à côté de Medva, un peu plus au nord, vous avez ici Beit Peor. Mazé Beit Peor, ben c'est l'endroit où il y avait Baal Peor. Et c'est également en face de Beit Peor que va être enterré Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, donc Moshe Rabbeinu est enterré quelque part ici, dans la tribu de Réhouven. Ok? Bassaïd. Yofi. Alors maintenant, on revient dans notre texte. Désolé, hein, aujourd'hui, on est très sur des cartes et de la géographie, mais malasot. וכל ערי המישור, וכל המלכות סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון, אשר היכה משה אותו ואת נשיאי מדיין. On a dit, il y a des alliances. Midian, c'est en Arabie Saoudite. Mais il y a des alliances qui sont faites entre les différents partis à l'époque. Et Evi, et Rekem, et Tsur, et Chur, et Reva, נסיכי סיחון יושבי הארץ. ואת בלעם בן באור הקוסם, הרגו בני ישראל בחרב ואת חלליהם. Pourquoi est-ce qu'on rappelle la mort de Bilham ici? Eh bien parce que c'est Bilham qui avait donné l'idée aux Midianim de faire fauter les Bnei Israël avec les femmes de Midian. Et le chef de la coalition midianite s'appelait Tsour. Sa fille s'appelait Cosbi Batsour. Et elle était la prostituée en chef qui a été mise en place par Bilam pour faire fauter les Bnei Israël. Donc à partir du moment où on rappelle le moment où on a pris leur territoire, eh bien on rappelle également le sort qu'on a réservé à Bilam. ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת נחלת בני ראובן משפחותם, הערים וחצריהם. ויתן משה למטה גד, לבני גד למשפחותם, ויהי להם הגבול, יעזר וכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון, עד הרוער אשר על פני רבה, ומהחשבון אשר רמת המצפה, ובתונים, ובמחניים, עד גבול לדביר, ובעמק בית ארם ובית נמרה וסוכות וצפון, ויתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבול עד קצה ים כנרת,
Ever Ayarden Mizracha. Zot Nachalat Bnei Gad, Mishpechotam, Eharim, Vechatzerehem. Donc, là encore, pareil, on refait notre focus sur la tribu de Gad. Voilà, vous l'avez ici, la frontière nord avec Réhouven, donc nord de Réhouven, sud de Gad, donc la vallée de Yéricho. Et vous voyez qu'il y a ici la ville de Yahazer. Yahazer a été conquis par Moshe, déjà dans le livre de Bamidbar. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça traverse donc Nachal Yabok, et ça va arriver jusqu'à Dgania, jusqu'à Tzomet Tzemach, Yam Kineret. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Zébarou. Hein, voilà. Yofi. Vaïten Moshe, lechatzi shevet Menashe, ויהי לחצי מטה מידי מנשה משפחותם. ויהי גבולה ממחניים כל הבשן, כל ממלכות אוג מלך הבשן, וכל חוות יאיר אשר בבשן 60 עיר. וחצי הגלעד והשטרות ואדרעי ערי ממלכות אוג בבשן, לבני מכיר בן מנשה, לחצי בני מכיר למשפחותם. אלה אשר נחל משה בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, מזרחה. אלא באמת, on doit se poser, bon, ולשבט הלוי, לא נתן משה סדיית שולמי, לא נתן משה נחלה, השם אלוהי ישראל הוא נחלתם, כאשר דיבר להם, on y reviendra juste après. La question, באמת, ils ont rien demandé, les Bnei Ménaché. Donc pourquoi est-ce qu'ils arrivent ici? Pourquoi est-ce qu'on leur donne un territoire alors que c'est pas prévu du tout? Eh bien, Rabotai, pourquoi on leur donne un territoire alors que c'est pas prévu du tout? Eh bien, l'erreur est de penser que c'est pour des raisons, euh, euh, on va dire, de demandes particulières. Ce ne sont pas des demandes particulières. C'est ce qui leur revient de droit. Comment ça, c'est ce qui leur revient de droit? On leur a donné à qui? À Machir et à Yair ben Menaché. Ces zones-là, qui appartiennent à Yair et à Machir, qui sont donc dans le sud du Golan actuel, sont des zones qui ont été conquises par Yair et Machir eux-mêmes. Quand? À l'époque de Yosef. Avant la conquête des Bnei Israël, avant l'entrée en Eretz Israël. Yair ben Menaché et Machir ben Menaché sont les petits-enfants de Yosef. Et la Torah nous dit Gam bene Machir yuldu al birke Yosef. C'est-à-dire que Machir, ses enfants sont nés sur les genoux de Yosef. Donc ça veut dire que Machir et Yair, évidemment, ils vivent à l'époque de Yosef. À l'époque de Yosef, je vous rappelle que Yosef est le vice-roi d'Égypte. En d'autres termes, Yair et Machir sont des princes égyptiens. Or, toute la région de Eretz Kenan et vers Yarden sont sous domination égyptienne. Résultat des courses, toutes ces zones-là qui vont être données par Moshe à Yair et à Machir ben Menaché, il ne leur donne pas à Moshe. C'est juste que c'est à eux. Et d'ailleurs, ils ne vont pas les reconquérir. C'est-à-dire qu'il est très fort probable qu'il y avait une présence ménachique dans cette région-là durant toute la période où on était esclave en Égypte. Puisque c'était des zones qui avaient été conquises à l'époque de Yosef. Donc lorsqu'on sort d'Égypte et qu'on arrive dans la région, eh bien évidemment que ces zones-là, alors que ça a été conquis par Og Melech HaBashan, quand on reprend la terre de Og Melech HaBashan, eh bien on redonne les zones à Yair et à Machir. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vous avez une partie de la tribu de Ménaché qui n'a rien demandé, mais qui reçoit une zone qui lui appartient de droit. D'accord? Besséder. Pour ce qui est des Béné Lévi,
ils n'ont pas de nachala. Hashem, chelkam, venachalatam. Donc, les Béné Lévi ne vont pas non plus faire la guerre. Les Bnei Lévi ne vont pas faire la guerre. Quelle guerre? De quelle guerre on parle? Parce qu'après, vous allez commencer à me la jouer. Oui, si on est au collège, on n'est pas obligé de faire la guerre, tout ça, nanana. Les Lévi'im ne vont pas faire la guerre de la conquête. C'est uniquement de la conquête. Je vous mets ici les voilà, les différentes villes des Lévi'im. Donc les Lévi'im reçoivent des villes un peu partout dans la terre d'Israël pour être parmi le peuple juif. Ils n'ont pas de terrain. C'est-à-dire que les villes des Lévi'im, les Lévi'im peuvent habiter dedans, mais ils ne sont pas propriétaires de tous les terrains qui leur sont adjacents. Ils ne sont pas agriculteurs, ils n'ont pas de propriétaire terrain. D'accord? Les Lévi'im, donc, ne participent pas à la guerre de conquête, bien qu'ils en aient le droit s'ils veulent, mais ils ne sont pas obligés. Mais ça ne les dispense pas du tout de faire les autres guerres d'Israël. C'est-à-dire, après vous allez me dire que le Rambam nous a dit que les Lévi'im, c'est pas que les Lévi'im, c'est un peu tout le monde, nanana, nanana. Les amis, ça ne dispense personne d'aller faire la guerre aujourd'hui. D'accord? Yof. Donc ça, c'est clair. Vas-y, remets-nous le texte. Excuse-moi. Je te disais de faire du jonglage de texte à carte. Mais sinon, on ne comprend rien. Iné. Donc, le Shevet HaLevi lo natan Moshe nachala, Hashem Eloi Israël, ou nachalatam, kaasher diber lahem. Chapitre 14. Donc, maintenant qu'on a vu ce qui se passait de l'autre côté du Jourdain, eh bien, passons du côté ouest. Mais juste avant de rentrer dans les versets, il y a une autre raison pour laquelle Moshe va connecter la tribu de Ménaché à la tribu de Ménaché. On a dit, il a donné la terre de... comment ça s'appelle? Il a donné les zones de Ménaché à Ménaché. Pourquoi? Eh bien, parce que ça leur revenait de droit. Certes, c'est ce qu'on a dit il y a 2 secondes. Mais il y a une autre raison. Et l'autre raison, les amis, l'autre raison, elle est la suivante. Quand vous regardez le territoire donc de Ménaché qui est ici, je vais vous montrer une carte de toutes les tribus, ce sera plus facile. Hop là. Blablabla. Je partage. Yofi. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà. Quand on arrive devant cette carte-là, alors, évidemment, Yofi. Quand on arrive devant cette carte-là, vous pouvez voir que la tribu de Ménaché, donc qui est là, eh bien, elle est connectée dans sa pointe sud-ouest à la pointe nord-est du reste de la tribu de Ménaché. OK? Alors, pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait un point de jonction entre Ménaché et Ménaché? Alors, on a expliqué la raison historique de pourquoi Ménaché il reçoit une terre, une grosse terre d'ailleurs, Be'ever Yarden, mais il y a aussi une raison beaucoup plus profonde. La raison beaucoup plus profonde, c'est que la tribu de Ménaché est responsable du souvenir. Ménaché, ça veut dire quoi? J'ai oublié. Non, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai oublié. C'est-à-dire, Neshia, ça veut dire l'oubli. Pourquoi est-ce que Yosef a appelé son fils Ménaché? Ki nashani Elohim et kol amali et kol bet avi. Parce que Dieu m'a fait oublier ma souffrance et la maison de mon père. Donc Ménaché aurait pu devenir celui qui oublie sa connexion, qui oublie son identité,
Et finalement, eh bien, il devient Ménaché qui va être le responsable du souvenir. Du souvenir de quoi? Qu'il y a un seul peuple. Comprenez bien qu'à l'époque, les frontières naturelles que sont les fleuves, les vallées, les montagnes, sont les meilleurs moyens de se séparer véritablement. Vous remarquerez qu'à l'époque, les frontières ne sont pas tracées au crayon dans des bureaux climatisés. Les frontières sont des frontières naturelles, des véritables délimitations naturelles. À partir du moment où Gad et Réhouven sont de l'autre côté du Jourdain, ça aurait été excessivement facile de les sortir, pas de manière active, mais de facto du reste du peuple juif. Il y a donc une nécessité qu'il y ait une tribu, en l'occurrence Ménaché, celle qui aurait pu oublier mais qui va devenir celle qui se souvient, eh bien, qui fait la jonction entre les deux côtés du Jourdain. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est ce qu'on verra à la toute fin du livre de Yoshua, le combat pour ne pas oublier Am Echad. C'est pour ça que Ménaché doit être connecté pour faire la jonction entre toutes les tribus. C'est-à-dire, donc, c'était très, très important que Ménaché ne soit pas l'oubli de manière générale. Quand vous regardez les tribus de Réhouven et de Gad, eh bien, Gad et Réhouven en Gematria, pas en Gematria, c'est en Rachet et Vote, ça fait le mot guerre. Pourquoi est-ce que c'est important de dire cela? Eh bien, tout simplement parce que si, que se serait-il passé si? Que se serait-il passé si les béné Israël n'avaient pas décidé de s'implanter là où Reuven et Gad s'implantent? Eh bien, il se serait passé la chose suivante. Le peuple juif aurait été coupé du reste de l'humanité. C'est-à-dire, à l'ouest, il y a la mer. Au sud, c'est le désert qui amène jusqu'à la mer Rouge. Au nord, ce sont des forêts impraticables qu'était le Liban à l'époque. À l'est, c'est le seul endroit où il y avait des gens, mais ces gens, on les a dégagés dans la guerre de Sichon et de Og. Donc, si on n'avait pas décidé de s'implanter là-bas, eh bien, en fait, on aurait été complètement mévoudadim. On aurait été mis en bidoude. On aurait été complètement enfermé sur nous-mêmes, sans aucun contact avec l'humanité. Et donc, peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir l'influence qu'on doit avoir sur l'humanité. Et c'est pour ça que les tribus de Gad et Réhouven forment les initiales du mot guerre. Guerre, celui qui est l'étranger, mais qui va permettre de faire la connexion entre le peuple juif et l'humanité. Ça, c'est clair? Yofi. Je pense qu'on a fait le tour des tribus à l'ouest du Jourdain. Et je propose qu'on ne rentre pas dans le chapitre 14 pour inverser, parce qu'il est déjà 49. Et donc, eh ben, je vous passe la parole. Voilà, à vous de jouer. Félicia, Oui, Rav, je n'ai pas compris comment vous avez fait combinaison de Gad et Reuven qui donne guerre. nous, זה rachetez לא votre הבנתי. de Gad et Réhouven. מה זה ראשי תיבות? לקחת Les את כל... initiales. les initiales. סליחה. אוקיי, C'est תודה. בעברית. Rachet et נכון, vote. סליחה. La tête du mot. Oui, oui, תודה. D'accord? Ok. Mhm. Richard, allumez votre Oui, micro. Voilà. oui, bonjour. Merci beaucoup. J'aimerais que vous avez dit quelque chose concernant la halakha sur les terres conquises. C'était un mot hébreu que je ne connais pas. Vous pourriez le répéter, s'il vous plaît? Les terres, j'ai pas compris. Là, Oui, oui, oui. Que à Kibush Osekinyan. oui, et alors? Bah, ça veut dire que quand tu conquiers quelque chose, c'est au niveau juridique de la halakha, ça t'appartient. D'accord. Donc, ce qui veut dire, si on ramène ça, je m'en doutais un petit peu, si on ramène ce que vous venez de dire
à l'autre, enfin à l'ensemble du cours d'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on parle de légitimité de nos jours et on cherche à se légitimer, puisque de toute façon, on est en face d'une vraie conquête faite par des moyens naturels, pour revenir au cours de Pourim, euh, avec des stratégies militaires tout à fait normales, Mhm. euh, et que justement, ça nous donne le droit. Mais Ben oui, c'était le droit habituel de l'époque. tout à fait. Bien sûr, c'est pas que nous, La hein. terre d'Israël a été conquise des milliers de fois et on n'en a pas fait un fromage. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Parce que si on parle de la promesse de Dieu au peuple du monde actuel, ils vont se marrer gentiment. C'est pas du tout dans leur, c'est pas du tout dans leur logiciel. Alors, bon, là, je m'inscris en faux, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord. Je pense que essayer de montrer notre légitimité historique, c'est peine perdue parce que, comme vous dites, ça fait 2000 ans qu'elle est partie de main en main. Par contre, je pense que vous sous-estimez énormément l'importance de la promesse divine aux yeux du monde. Je vous rappelle quand même que le monde est divisé en plusieurs parties, en zones d'influence, que toute la partie qui s'appelle le monde musulman, bah, évidemment que la notion de la promesse divine, c'est quelque chose qui est important. Dans toute la partie qui est le monde occidentale, à part les caïds de l'Europe qui veulent se la jouer laïque. Je rappelle que le monde occidental est dirigé par les États-Unis, qui sont une civilisation religieuse, bien que libérale, mais aux États-Unis, la place du Dieu est présente partout. Oui. Non, mais c'est Et pas, donc, il ne faut on pas parle pas avoir du honte. tout, on parle pas du tout de la même notion de Dieu ni du même Dieu. Zélo chachouv. C'est pas important. C'est-à-dire que la dimension du divin est quelque chose qui est tout à fait légitime aux yeux du monde. Le problème du peuple juif, c'est qu'on ne le dit pas. Et il est temps de le dire. Il ne faut pas avoir peur de passer pour des ayatollahs. Les Américains n'ont pas peur de passer pour des ayatollahs lorsqu'ils font prêter serment sur la Bible, lorsqu'il y a un nouveau fonctionnaire et un haut fonctionnaire qui prend sa position comme le président ou les juges de la Cour suprême. Ils n'ont pas honte de marquer sur leur billet de banque qu'ils croient en Dieu. Et même s'il y a des variations, Jésus, pas Jésus, Allah, pas Allah, en fait, au final, le christianisme et l'islam, relativement, croient au même Dieu que nous. Euh, Mais ils ne pensent pas qu'il a dit la même chose. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les chrétiens sont tout à fait, acceptent la Bible sans aucun problème. Et pour ce qui est des musulmans, je vous invite à relire le Coran, car Oui, il est oui, oui, je marqué connais noir ces sur blanc. textes-là. Je connais Donc ça parfaitement. veut dire que les musulmans aussi, d'après leur texte, sont d'accord que cette terre a été donnée au peuple juif. La seule question, c'est qu'ils te disent que vous n'êtes plus enfin que nous ne sommes plus le peuple juif. Enfin, nous ne sommes plus Banu Israël. Nous sommes des juifs. Et donc, nous n'avons pas la légitimité de Banu Israël. Il est temps donc de leur expliquer Mais que nous sommes vous des voyez enfants. donc qu'on est en face d'une réécriture permanente de l'histoire Bien sûr, à l'encre des fusils. Donc, bien sûr. Donc, c'est pour ça que nous faisons la guerre en ce moment pour ramener une authenticité à l'histoire. André, Meïra était avant. ah, alors Meir, alors. Bonjour, Rav. J'ai oublié, vous aviez parlé de deux peuples qu'on n'avait pas le droit de conquérir. Je ne me rappelle pas lesquels. Ammon et Moab. Et pourquoi on a conquis quand même? Parce que c'est pas nous qui les avions conquis en premier. Parce que comme Sichon les a conquis, alors nous, on n'a pas, on a le droit de conquérir Sichon. Sichon, il n'est pas Moavi, il n'est pas Ammoni. Donc comme Donc, lui, eux n'étaient plus là, Ammon et Moab n'étaient plus à ce moment-là. il y avait peut-être des gens qui faisaient encore partie de Ammon et Moab, mais si tu veux, le statut politique, c'était plus Ammon et Moab. C'était Donc comme c'est plus Sichon. Ammon et Moab, nous, on peut les conquérir aussi. C'était Sichon, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est Sichon. Merci. Merci beaucoup, Ethan. En effet, la géographie est capitale, hein, pour comprendre l'histoire, hein. C'est C'est évident. absolument indispensable. Merci beaucoup. Et ça euh,
il y a quelque chose qui me gêne, j'aimerais que tu l'éclaircisses, s'il te plaît. Oui. C'est l'idée que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, je ne sais pas quoi dire, Eretz Israël, Eretz Canaan, etc. En fait, puisque ça appartenait à l'est du Jourdain, à l'est de Yamamelach, à une tribu d'Israël, quelque part, il est arrivé dans Eretz Israël. Bah, Quand voilà. même, tu comprends Mais mon hésitation? tu n'as pas de question, tu as déjà la réponse. Effectivement, il n'est pas rentré dans Eretz Kenaan, puisque Eretz Kenaan, sa frontière est, c'est le Jourdain, mais il est rentré dans ce qu'on appelle Haaretz Azot, ou Haaretz, ou Eretz Israël. Donc effectivement, Moshe, il n'est pas rentré en Eretz Kenaan, mais il est rentré en Eretz Israël. Merci. Voilà. Caroline, Oui, merci. Je voulais savoir, Ephraïm, il n'a pas de territoire. il a un territoire, bien sûr, mais c'est de l'autre côté du Ah, Jourdain, c'est le c'est côté ouest. après, d'accord. Et on n'a pas encore vu. Ok. On a Oui. vu que 2 tribus et demie. Et Il en donc reste quand là, même 9 et demi. par rapport à ce ce qui a été dit juste avant, on Oui. voit que, en fait, la terre d'Israël, c'est toujours une terre qu'on doit conquérir. Ben oui. C'est-à-dire qu'on doit se battre en permanence sur cette terre. Ben, pas en, Tout le pas long en des permanence. soirs. Une fois qu'on a conquis, c'est bon. Ouais. Oui. Mais bon, on y est encore, en fait. Regardez, je veux pas faire de la mauvaise blague, mais à Tel Aviv, ça se passe bien. À Rishon LeZion, ça se passe bien. Dans la Galilée, ça se passe bien. Maintenant, dans les zones où on a pseudo-conquis et on n'a pas voulu dire clairement qu'on a conquis, ben on a des problèmes. C'est-à-dire, en 1967, on a conquis la Judée-Samarie, on a conquis la bande de Gaza, mais on n'a pas voulu le reconnaître. On n'a pas voulu dire c'est à nous. On n'a pas mis en place la ribonoute, on n'a pas mis en place la souveraineté israélienne dans ces zones-là. Comme de par hasard, c'est dans ces zones-là qu'on a des problèmes. Ouais, on a honte, en fait, d'affirmer qui on est. Ben, c'est ça? Compliqué? Je pourrais rajouter, Oui? je pourrais poser une question. Eh oui. Une des interprétations de la séparation de Ménaché, c'était en fait pour un peu surveiller Réhouven et Gad. Au point de vue, c'était des gens très, איך אומרים, עצמאיים et surtout très actifs. Et Ménaché aurait été un peu un point de... Oui, mais pour les enfin, calmer un peu. oui, mais C'était ça pas marche pas. vrai, je l'ai entendu il y a quelques années, Oui, cette mais ça marche interprétation. pas au niveau historique. Concrètement, là, ils vont pas avoir de lien euh, sur le terrain. Donc, peut-être que c'était une idée, mais en tout cas, dans les faits, ça s'est pas passé, quoi. Thierry, ça va? Oui, bonjour. Pourquoi les Lévi'im n'étaient pas obligés de faire De faire la les guerre de guerres conquête. de C'est conquête? pas Ouais. des guerres, c'est uniquement la guerre de conquête du territoire, parce que eux n'ont pas de territoire propre à eux. Oui, Sur les d'accord, villes. Donc, comme ils n'ont pas de territoire à eux, ils ne sont pas obligés de participer à la guerre de conquête du territoire. d'accord. Mais les autres guerres de défense, d'Amalek, tout ça, ils doivent y participer comme tout le monde. Ok. Toda. Evelyne, dernière question. Une dernière question, mais Quand on vite dit, parce que le Rav Cherki s'est connecté. Ah, quand on dit 9,5 tribus, la et demie, c'est les Lévis? non, c'est Ménaché. 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 Parce que, alors, enfin, il me semblait que vous aviez dit côté ouest, les 9,5 tribus, alors que Oui, Ménaché, parce que Ménaché, Ménaché, elle est ennemie, Ménaché. puisqu'elle est d'un côté et de l'autre. ah, il y a les deux côtés. Merci. D'accord? Merci. Tov? Eh bien, les amis, Merci beaucoup. on a fait un petit tioul à l'est du Jourdain. Dès qu'on pourra organiser avec Orod Vekelim, on ira se balader là-bas. Hazak Ouvor. Merci beaucoup. Toda Rabba.